du village arrivèrent au palais, prétendant porter l'enfant du prince. Il était une fois, dans un village africain mystique, un grand roi nommé Kofi régnait sur son royaume avec sagesse et grâce, et son peuple l'adorait. Le roi Kofi avait un fils nommé Amari, qui était la prunelle de ses yeux, et l'héritier apparent du trône. Le prince Amari était un jeune homme beau, gentil, et doux, aimé, admiré par toutes les dames du village. Malgré son origine royale, Amari aimait mener une vie simple et ordinaire. Il cherchait des aventures dans les vastes terres agricoles entourant le village. Un jour fatidique, alors qu'Amari grimpait l'un des plus grands arbres de la ferme, la tragédie frappa, il manqua une marche, tomba de cette grande hauteur, et se brisa le cou. Le prince resta inconscient, sa vie ne tenant qu'à un fil. La nouvelle de l'accident du prince se répandit, comme une traînée de poudre dans tout le village, et toute la communauté fut plongée dans le désespoir. Le roi Kofi, rempli d'inquiétude et de désespoir, convoqua tous les guérisseurs puissants du pays pour sauver son fils bien-aimé. Mais malgré leurs meilleurs efforts, le prince resta dans un profond coma, insensible à tout traitement. Le cœur du roi était rempli de peur, Amari était son fils unique, et l'avenir de leur royaume. Sans héritier, le trône pourrait passer à quelqu'un d'autre, et le roi Kofi ne pouvait pas laisser cela arriver. Il implora les dieux, suppliant leur intervention, et la guérison de son fils. Les villageois se joignirent aux prières, et firent des sacrifices dans l'espoir d'un miracle. Après 7 longs jours, un grand voyant arriva au palais avec une lueur d'espoir. Il déclara que les dieux lui avaient révélé, qu'une jeune fille du village portait l'enfant du prince Amari. Cependant, le voyant ajouta que les dieux n'avaient pas révélé l'identité de cette jeune fille. Le cœur du roi Kofi se gonfla de joie, à l'idée d'un petit-fils à naître, qui pourrait hériter de son trône au cas où quelque chose arriverait à son fils. Il savait qu'il devait trouver cette jeune fille dès que possible pour assurer l'avenir de son royaume. La nouvelle du futur prince se répandit comme une traînée de poudre, et bientôt, presque toutes les dames du village arrivèrent au palais prétendant porter l'enfant du prince. Au fond du village, vivait une belle jeune fille nommée Sana. Sana était en relation secrète avec le prince Amari depuis longtemps, leur amour cachait des regards indiscrets du village. Plusieurs jours avant l'accident du prince, Sana avait découvert qu'elle était enceinte de son enfant, et prévoyait de l'annoncer au prince, avant l'accident tragique qui l'avait plongée dans le coma. Craignant que personne ne la croie en raison de ses origines modestes, Sana garda sa grossesse secrète. Sana aidait sa mère dans le jardin lorsque sa meilleure amie, Nia, accourut vers elle. Nia informa Sana du rassemblement des dames au palais, toutes prétendant être enceintes du prince. Choquée et inquiète, Sana se confia à Nia, lui révélant sa propre grossesse. Nia, consumée par l'envie et le désir de devenir reine, se moqua d'elle et s'en alla. Sur le chemin du retour, Nia échafauda un plan. Alors, parce que le prince est dans le coma et ne peut pas parler, vous prétendez toutes être enceintes de lui. Vous voulez toutes devenir reines, n'est-ce pas? Très bien, jouons à ce jeu. Lorsque Sana arriva au palais, elle fut étonnée de voir son amie Nia parmi les dames prétendant être enceintes du prince. Le roi, également étonné, questionna toutes les dames sur la raison de leur présence. Le voyant avait dit qu'une seule dame portait l'enfant du prince, alors pourquoi toutes prétendaient-elles être enceintes? Chaque dame insista sur le fait que le prince les avait mises enceintes avant l'accident, semant la confusion au palais. Le roi Kofi, un sage homme, décida de soumettre les dames à une série de tests, pour déterminer la légitimité de leurs revendications. Les tests devaient commencer dans 7 jours de marché. Pendant ces 7 jours, le village était en effervescence. Les cœurs étaient agités, et les hommes occupés, car les dames, ayant prétendu être enceintes plus tôt, cherchaient à coucher avec eux pour potentiellement tomber enceintes. Nia, déterminée à surpasser tout le monde, se tenait éloignée de Sana, qui ignorait la tromperie de son amie. Le 7e jour, toutes les dames enceintes se rassemblèrent au palais. La célèbre sage-femme du village, Amina, fut appelée pour confirmer les grossesses. À la surprise générale, Amina déclara que toutes les dames étaient effectivement enceintes. Un nouveau test fut annoncé, un test de plantation de graines. Chaque dame devait planter une graine spéciale dans le jardin du prince Amari, symbolisant la vie qui poussait en elle. Les herboristes du village avaient effectué un rituel sur la terre, assurant que seule la dame portant l'enfant du prince aurait la plante la plus haute. Au fil des jours, toutes les plantes commencèrent à pousser,
mais celle de Sana se démarqua par sa hauteur et sa vigueur. Nia, consumée par l'envie et le désespoir, ne pouvait supporter de voir Sana réussir. Pendant la nuit, elle se glissa dans le jardin et détruisit toutes les plantes, espérant saboter les chances de Sana. Le lendemain, tout le village se rassembla dans le jardin pour assister à la révélation des résultats du test. À leur grande consternation, toutes les plantes avaient dépéri. L'herboriste, dévasté par la tournure des événements, annonça que les dieux avaient révélé un dernier test. Ce test ne déterminerait pas seulement la mère de l'enfant du prince, mais pourrait aussi guérir le prince lui-même. Toutes les dames furent invitées à aller chercher l'eau de vie dans la rivière magique au cœur de la forêt. L'eau rapportée par la véritable mère de l'enfant du prince aurait le pouvoir de le guérir. De plus, elle deviendrait la princesse et la future reine du village. Cependant, celles qui échoueraient au test deviendraient esclaves de la reine, la servant pour le reste de leur vie en punition de leurs mensonges et tromperies. À l'annonce de cette punition, de nombreuses dames se rétractèrent, confessant qu'elles avaient menti, et que d'autres hommes du village les avaient mises enceintes. Elles furent pardonnées, mais vécurent le reste de leur vie dans la honte. Seule Nia resta déterminée, incapable de supporter l'idée que Sana devienne reine. Elle avait un plan, et était prête à tout risquer. Ainsi, Sana et Nia, lourdement enceintes, entreprirent le voyage pour aller chercher l'eau de vie dans la rivière magique. Les anciennes meilleures amies étaient devenues de féroces rivales, chacune aspirant au titre de future reine du royaume. Sur le chemin du retour, Sana, épuisée par le voyage, décida de se reposer. Nia saisit cette opportunité pour échanger les pots d'eau. Elle prit l'eau de Sana, croyant que, puisqu'elle était véritablement enceinte de l'enfant du prince, son eau détenait le pouvoir de le guérir. Nia était confiante qu'elle passerait le test en ayant échangé l'eau, et que Sana deviendrait son esclave. Lorsqu'elles arrivèrent au palais, tout le village attendait leur retour, l'espoir suspendu à un fil. Nia, remplie de fausse confiance, entra la première pour présenter son eau au prince. À sa grande consternation, rien ne se produisit. Confuse et désespérée, elle se demanda pourquoi l'eau qu'elle avait échangée ne fonctionnait pas. Ce fut alors au tour de Sana. Inconsciente du fait que Nia avait échangé leur eau, Sana, avec sincérité et amour dans son cœur, administra l'eau au prince. Miraculeusement, le prince revint à la vie, ses yeux s'ouvrant. Ce n'était pas l'eau qui importait, mais la personne qui l'administrait. La connexion authentique de Sana avec le prince l'avait ramenée du bord de la mort. Tout le village éclata de joie et de célébration, car la jeune fille modeste qui ne se croyait jamais digne du prince fut couronnée princesse et future reine. Quelques mois plus tard, elle donna naissance à un bébé en bonne santé, le jeune prince qui hériterait un jour du trône. Sana et le prince Amari se marièrent, et vécurent heureux pour toujours, régnant sur leur royaume avec amour et compassion. Quant à Nia, sa tromperie et son envie lui coûtèrent cher. Elle passa le reste de sa vie comme esclave, servant Sana.